Rivadi, bonsoir, spécialiste, expert des questions de défense et de cybersécurité. Vous pensez que vraiment on a détaché la vente de ces avions des accords d'Abraham, ou est-ce que vraiment ils devaient être discutés en même temps ? Ça aurait dû être discuté en même temps. Je pense qu'ici, il y a une manipulation du côté américain d'abord, car c'était important. Bon, on parle déjà depuis 6 ans avec les Émirats. Ça fait 10 ans qu'Israël est en relation, je dirais, stratégique, économique avec les Émirats aussi. Je ne vois pas pourquoi ce timing très suspect de quelques semaines avant les élections américaines c'était si important, et on a aussi rapidement fait ce traité aussi important, historique, etc. Donc là, oui, il y a un point qui est très bizarre. L'autre côté qui est un peu, je dirais, c'est la deuxième fois qu'on voit ça, c'est que les décisions se prennent de haut en bas. C'est-à-dire que quand j'étais au ministère de la Défense, on prenait le temps de bas en haut. Je dirais, il y a eu des commissions, il y a des dialogues stratégiques, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense. On discute beaucoup avant d'amener tout cela vers les preneurs de décision. Ici, c'est complètement l'inverse, et c'est ça qui est très dangereux, parce que ici, vous avez Trump d'un côté qui prend une décision parce que c'est bon peut-être pour son électorat, et aujourd'hui, bon, on peut en parler après ces élections. Ça a l'air moins bizarre, ce que je viens de dire. Et d'un autre côté, on a M. Netanyahou qui parfois, je dirais, rentre dans un processus qui ne va pas vraiment dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il n'avait pas informé le ministre de la Défense, Benny Gantz, de ce qui se passait. Oui, je dirais que même informer le ministre de la Défense, c'est déjà en haut de la pyramide. Je dirais que ce n'est pas passé par les couloirs de tous les commissions qui devaient l'analyser. Même peut-être que la décision est bonne en fin de compte de ce traité, mais on aurait pu rentrer dans les détails, car ça vaut la peine. Quand on parle de 50 F-35, quand on parle de 23 milliards de dollars, on parle en fait d'un changement complètement stratégique dans le Golfe Persique. Ça ne peut pas marcher comme ça d'un coup, et tout le monde est surpris aujourd'hui. Hier, il y a eu la commission de sécurité au Parlement israélien. Vous avez entendu l'un après l'autre, tout le monde était surpris, et tout le monde a entendu les détails après la signature de ce contrat, j'inclus ici les députés, le gouvernement, etc. Personne n'a vu les détails. Vous trouvez que ça change les choses ou pas, le fait que les Émirats disposent de 50 appareils aussi sophistiqués? Bon, l'armée israélienne en a aussi, mais est-ce que ça change la donne dans la région? Ça change complètement la donne, surtout que ce ne sera pas le dernier traité. On entend tout le temps, on est menacé d'un prochain traité. Certains verront ces traités comme une bénédiction, certains une menace. Moi, d'un point de vue de défense, je vois ça comme une grande menace, parce que il y a dans le Golfe Persique, il y a une évolution, je dirais, stratégique qui n'est pas la même chose avec tous les pays. On a l'Arabie Saoudite, on a le Qatar, on a l'Oman. Demain, ce sera le Qatar qui va demander ses avions. Et si le lendemain, les dirigeants changent, ou bien si Israël rentre dans une guerre avec, par exemple, Gaza ou les Palestiniens, qu'ils ne sont pas contents de l'autre côté, on est quand même sous une menace stratégique importante. Je sais qu'on a toujours cette promesse d'avantage, je dirais, militaire mais c'est très difficile quand on a 50 F-35 de trouver l'avantage militaire. Je pense que c'est plus un slogan qu'autre chose. En fait, on a décidé, et ça c'est peut-être la dernière chose pour moi, c'est qu'il faut comprendre que derrière tout cela, c'est quand même des intérêts complètement économiques. Les États-Unis ont quitté le Moyen-Orient où il n'y a plus d'argent du tout. Ils ne sont pas là pour nous protéger non plus, donc l'intérêt est très économique, et est rentré dans le Golfe Persique où il y a beaucoup d'argent pour acheter beaucoup d'armements, et c'est devenu des alliés. Espérons qu'aussi ils seront des alliés du point de vue militaire, et que ce ne soit pas une menace trop grande pour nous. Alors un mot quand même de l'information aussi ce soir de l'AEIA, l'agence de l'énergie atomique à Vienne, qui dit que l'Iran ne respecte plus du tout l'accord de Vienne, 12 fois plus d'uranium enrichi que ce qui était autorisé. Ça veut dire que là, on est clairement dans une logique d'armes nucléaires, là ?
On est dans une logique d'armes nucléaires et j'ai dit plusieurs fois ici que je ne suis pas sûr que l'Iran préfère Biden que Trump. Tout le monde parlait, l'Iran est en train de prier que Trump ne soit pas élu une deuxième fois. Je ne suis pas sûr, car pour l'Iran, ne pas avoir de contrat du tout avec les États-Unis et être sous, soi-disant, ces sanctions qui étaient, difficiles pour l'Iran, mais ils ont trouvé des ouvertures avec la Russie, avec la Chine, etc. Donc pour eux, ne pas avoir de contrat et ne pas être sous ce processus, on voit que ces sanctions n'ont pas bien marché et que Biden aura beaucoup de pain sur la planche dans le domaine de l'Iran, car il faudra de toute façon négocier. Je pense que Trump aurait fait maintenant la même chose, car on voit le résultat. Merci beaucoup pour cette analyse, Nivadi, expert pour les questions de défense et de cybersécurité.